Amis téléspectateurs, bonsoir. Merci de prendre ce nouveau rendez-vous du Café Politique. Le bruit ne fait pas forcément le syndicalisme. Et le syndicat n'est pas obligé de faire du bruit. C'est le concept qu'il a dégagé lorsque ses pairs lui ont fait confiance et l'ont déposé à la tête de leur fêtière. Agapit Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir Listel, bonsoir à nos téléspectateurs. Anselme Amoussou, bonsoir. Secrétaire général de la centrale des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin. Et vous passez pour être une sorte de colombe dans la grande cour des faucons et du syndicalisme. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup Agapit, bonsoir Listel. Écoutez, je pense que ça a toujours été ma nature et mon tempérament. Et ceux qui me connaissent depuis quelques années déjà savent que je suis foncièrement contre le syndicalisme spectacle parce que je recherche dans tout ce que je pose comme acte l'efficacité. Il faut que nous puissions atteindre l'objectif. Et à la date d'aujourd'hui, tout le monde convient très bien que le monde du travail a connu beaucoup de mutations. Et le syndicalisme doit absolument pouvoir s'adapter. Ne pas comprendre que les choses ont évolué et qu'on ne peut plus faire le syndicalisme comme on le faisait dans les bouts de bois de Dieu serait complètement une erreur. Je pars du principe que lorsque vous pouvez faire économie d'un bras de fer et atteindre quand même vos objectifs, il ne faut pas hésiter. Vous m'avez défini un peu comme la colombe dans un milieu un peu plus bruyant. Et c'est vrai, je comprends que depuis 2 ans et demi que je suis à la tête de la Confédération, ma méthode détonne, ma démarche détonne. Et on fait face à beaucoup d'incompréhensions, beaucoup de malentendus. Et ça se comprend parce que je suis venu après quelqu'un qui a un tempérament, qui a un parcours, qui a une manière de faire. Et je comprends tout à fait, et, disons, la surprise de certains dans ce milieu qui est un milieu qui a été toujours présenté comme le milieu donc, de la tension perpétuelle, le milieu donc, du bruit, le milieu des cris. Et finalement, on se rend compte que les gens pensent qu'il faut rester sur cette impression-là que le syndicat, ça ne doit être que ça. Que le syndicat, pour être efficace, ne doit être que ça. Alors que quand vous faites un peu le point, vous vous rendez compte que depuis quelques années, nous avons commencé à perdre du terrain et que notre réelle capacité de mobilisation en tant qu'organisation sociale est en train donc, de s'éroder. Et quand vous êtes un leader, que vous voulez vraiment être un leader efficace, vous devez absolument en tenir compte. Et je vais finir, Agapi, je vais finir sur un reproche qui est fait souvent. Pourquoi vous ne ressemblez pas aux autres? Et je pense que le leader doit développer un leadership authentique. Vous devez d'abord croire en votre leadership pour espérer l'imposer aux autres. Et non le mimétisme. Le mimétisme vous fait ressembler vous le fait ressembler à quelque chose qui n'est pas vous. Que vous n'êtes pas. Que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas ce que vous voulez mimer. Vous perdez votre propre identité et finalement, vous ne ressemblez à rien. Vous ne pouvez imposer aucun leadership à personne. Donc, de ce point de vue, je sais que je vais faire face à ce que nous vivons actuellement, mais je reste persuadé, j'ai la conviction que la manière de faire le syndicalisme doit absolument changer si nous voulons continuer d'être efficaces. Est-ce que cette année, je veux dire 2019, l'année scolaire 2018-2019, qui arrive à son terme, passer le BEPC encore en mai, je me demande... depuis une quarantaine d'années. Le mois de Béninois, du renouveau démocratique, on n'en a jamais connu. Est-ce que, n'est-ce pas là une raison de convaincre les vôtres que c'est bien possible et qu'on peut faire le syndicalisme autrement? En tout cas, les faire adhérer à votre cause. Oui, c'est vrai que on a connu une année scolaire sans grève. Et beaucoup de personnes, notamment dans le camp des partisans du chef de l'État et du régime en place, l'inscrivent au compte des nouvelles règles. Non, des exploits. Réformes. Des exploits hein, du gouvernement avec les réformes qui ont été faites, notamment sur la loi sur les cycles du droit de grève. Je dis qu'en tant que citoyen,
on ne peut pas ne pas se réjouir d'une année scolaire apaisée. D'abord ça. Mais derrière l'année scolaire apaisée, derrière l'absence de grève, il faut voir peut-être un certain nombre de réalités. Parce que c'est vrai, nous n'avons plus aujourd'hui cette marge de manœuvre que nous avions en tant qu'organisation sociale pour aller en grève. Vous avez l'impression d'être étouffé? Oui, on est quand même étouffé. Ou avez-vous trouvé une passerelle d'échange et de dialogue? Non, nous sommes quand même étouffés parce que, en fait, ce qui a été fait par les députés, et certainement par le pouvoir, n'est pas très bon pour les acquis démocratiques. Là, ça, il faut le dire. Vous parlez de façon classique. Non, c'est pas de façon. Je vais m'expliquer, Christelle. Quand vous voulez légiférer sur des lois sociales, le minimum demande une démarche participative. Il faut consulter les gens, concerter les gens. Et je peux comprendre, moi j'ai l'habitude de dire, il ne faut pas avoir la langue de bois. Ce qui nous arrive aujourd'hui dans le mouvement syndical, en termes donc de restriction des libertés, des marges de manœuvre, dépend également de nous. Le résultat de tout ce qui s'est passé depuis dépend 90. absolument de nous. Voilà, oui. Ça, il faut le reconnaître. Et si nous sommes vraiment des leaders, nous devons scruter, regarder quelles sont nos pratiques en tant que syndicalistes, quelles ont été nos pratiques dans l'exercice du droit de grève, et comprendre que l'ancrage social du syndicalisme est complètement perdu. Comment est-ce que nous sommes vus par les populations? Comment sommes-nous vus par l'opinion publique? Parce que tout ça là est important aujourd'hui. Lorsqu'un député a été marqué peut-être personnellement par une grève, par exemple dans la santé, Sans service minimum. lorsqu'il se retrouve en position donc de décider de votre sort, ne vous trompez pas, il fera en sorte de vous Il met la couper les totale. bras. C'est ce qui nous arrive. Et donc, quand nous avons fini de faire le reproche à ceux qui ont légiféré de cette façon-là, nous devons nous demander qu'est-ce qui cloche dans notre manière de faire le syndicalisme et qui conduit les gens à nous regarder non pas comme des partenaires, mais comme des adversaires. Vous. Exactement. Et donc nous devons commencer à corriger cela et à nous demander qu'est-ce que nous pouvons faire. Parce que ce qui est arrivé, les gens n'ont profité que de nos faiblesses et de nos limites. Nous sommes pour la première fois face à une gouvernance qui nous révèle nos faiblesses en tant qu'organisation, qui nous révèle nos limites en tant qu'organisation. Et quand vous êtes leader, vous en tenez compte et vous dites, il faut que je travaille à gommer mes limites. Parce qu'il n'y a aucune gouvernance qui peut résister à une forte mobilisation, à une mobilisation authentique, avec des leaders qui incarnent vraiment les aspirations de la troupe. Et si nous ne pouvons pas incarner ça, les gens profitent de nos faiblesses et légifèrent contre nous, prennent des mesures contre nous parce que nous avons donné souvent l'impression que nous sommes des personnes qui ne peuvent pas entendre raison, qui ne peuvent pas discuter, qui ne font que contester, qui sont incapables d'avoir des propositions alternatives pertinentes sur les grandes thématiques du monde du travail. Et lorsque vous faites face à un gouvernement incarné par quelqu'un qui vient du monde des affaires, il considère le syndicat comme une perte de temps. Qu'est-ce que nous devons faire pour changer sa manière, sa conception donc, du syndicalisme? Ça, nous devons travailler à ça. Et ensuite, quand nous aurons travaillé à ça, nous allons certainement restaurer notre capacité de mobilisation et nous pourrons faire face aussi bien à talon qu'à toute gouvernance qui viendra et qui voudra mettre en péril les acquis démocratiques. Donc, il n'y a pas forcément besoin de mettre la réussite ou l'apaisement de cette année scolaire au profit du gouvernement. Non, il y a eu des, comment dire, il y a eu des événements qui nous ont montré que nous avons encore du chemin à faire. Parce qu'il ne sert à rien d'engager une bataille que vous savez perdue d'avance. Quand vous êtes un leader, que vous apparaissez comme un général sans troupe, il vaut mieux ne pas engager un combat sans avoir la certitude que vos militants vont vous suivre. La dernière grève de 2018 a montré et a laissé des séquelles. Des limites, voilà, exactement. Et donc, dans ces conditions, nous devons absolument faire le point à notre sein. Discuter avec nos militants, avoir un débat franc, pour que chacun de nous, on puisse se parler. En tant que militant, est-ce que vous êtes le type de militant dont nous avons besoin aujourd'hui, vraiment? Anselme Amoussou, à qui revient les lauriers de la réussite de cette année scolaire? D'abord, c'est vrai, je ne vais pas méconnaître, je ne vais pas, comment dire, je ne vais pas refuser que les réformes
qui ont eu lieu ont leur part, mais il y a également la volonté des enseignants. Mais j'ai du mal à... Non, je n'ai pas du mal. Écoutez, Agapit, nous avons... De quoi avez-vous peur des faucons? Non, il n'a pas Pas du l'habitude. tout. Bon, oui. Vous savez, quand vous êtes... quand on légifère, qu'on vous donne 2 mois de grève par mois. Vous voulez rationaliser? Oui, mais vous n'allez pas en grève, non pas parce que vous avez peur des 2 jours, mais parce que vous avez le sentiment qu'il faut travailler pour avoir une qualité dans la grève. Nous avions avant des grèves qui duraient et qui n'avaient aucune qualité. Parce que la bonne grève n'est pas la grève qui dure. La bonne grève, parce que la grève, c'est pour faire mal à l'employeur. Si vous faites mal à un employeur qui ne souffre pas et qui résiste pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, oui. vous devez vous poser la question, quelle est la qualité de la manière dont je lui fais mal? Et donc, tout vient de là. Imaginez que nous ayons une journée de grève, 24 heures seulement, disent-elles, 24 heures de grève, avec les télévisions qui nous suivent. Parce que vous êtes à ETélé, vous êtes une télévision, vous êtes du privé, mais vous pouvez vous sentir concerné par une grève dans ce pays si nous savons avoir la bonne démarche qu'il faut. Tout à fait. Donc les télévisions qui ne travaillent pas, les émigrants qui ne travaillent pas, la SONEB, la SB2E, l'aéroport, tout ça fermé, un pays paralysé, quel est le gouvernement qui peut résister à 24 heures de grève? Et même les citoyens, même vos militants, tout le monde souffre finalement de cela. Absolument. Oui, alors, donc si nous pouvons travailler à avoir la qualité de grève, ce que nous connaissons aujourd'hui au niveau de la loi sur la grève n'est pas un obstacle pour aller en grève et obtenir quelque chose. Mais nous devons absolument nous interroger sur la bonne manière de faire la grève. Dites-moi, le concept même de la grève, est-ce que c'est vraiment pour faire mal ou pour faire entendre raison à l'employeur? Oui, mais écoutez, c'est les deux. Vous avez en face de vous un employeur qui ne veut pas vous écouter, qui ne veut pas discuter, qui ne veut pas entendre raison comme vous dites. Vous lui faites mal pour l'obliger à vous écouter. Et un pays, une autorité a le type de syndicalisme qu'elle mérite également. Parce que c'est un passé, on a hérité de quelque chose. Lorsque dans un pays, vous avez des employeurs, des autorités qui considèrent le syndicalisme comme étant un mal qu'il faut combattre, ils vous conduisent à utiliser abusivement et abondamment le droit de grève. Donc, il faut également tenir compte de cet aspect-là. Mais si vous avez en face de vous des gens qui considèrent que la grève est un élément, c'est un ultime appel au dialogue, une grève. C'est un appel désespéré au dialogue, la grève. Quand on le traite comme ça, quand on traite une motion de grève de cette façon-là, on ne peut pas avoir des grèves qui durent. On va avoir un dialogue social de qualité qui nous permet donc de sortir. Dites d'aujourd'hui, est-ce que vous avez les passerelles de négociation, de dialogue aujourd'hui? Nous en avons, mais qui ne sont pas assez utilisées par nous, qui sont mal utilisées par la plupart du temps par ceux qui nous dirigent. Parce qu'il faut quand même avouer que beaucoup de personnes continuent donc de considérer le syndicalisme comme étant quelque chose qui ne peut pas apporter grand-chose. Lorsque vous avez une autorité qui considère que s'asseoir avec un syndicat, avec les partenaires sociaux et discuter est une perte de temps, convenez avec moi qu'elle ne mettra pas beaucoup d'ardeur à vous inviter pour discuter, pour dialoguer. C'est le cas aujourd'hui? C'est le cas malheureusement encore aujourd'hui. Est-ce que le verre n'est pas dans le fruit? Est-ce que ce n'est pas vos pratiques précédentes? Vous l'avez un peu évoqué. Mais lorsque vous avez des responsables des centrales syndicales qui montent les enchères à chaque instant, qui reviennent sur les négociations, ou sur les ententes passées, est-ce que tout ça n'a pas réussi ou même qui reçoivent des ordres des partis politiques? Ça, c'est vous qui le dites, disent-elles. Non, parce que y a des le rapport incestueux entre syndicats et partis politiques existe encore aujourd'hui. Au niveau de certaines centrales. Oui, je vais être clair avec cette question. La première chose, c'est que je suis d'accord avec Agapit que nous sommes un peu victimes de notre passé. Vous l'avez dit d'ailleurs. Des pratiques anciennes. Mais les choses ont évolué. Et nous avons le sentiment aujourd'hui que les efforts qui sont faits par certaines organisations syndicales aujourd'hui ne sont pas assez saisis, ne sont pas assez mis en exergue par le pouvoir en place. C'est avec le gouvernement Talon que nous avons signé la charte sur le dialogue social. Et il y a le Conseil national qui est... Il y a le Conseil national du dialogue qui a été installé. Présidé par un de vos anciens... Oui, d'accord, mais par rapport au contenu de la charte, demandez au gouvernement si le contenu est respecté. Les engagements des partis sont là. Et chacune des parties, chacune des composantes du dialogue social, le patronat,
le gouvernement et les travailleurs, connaît quelles sont ses limites, quels sont ses devoirs par rapport à cette charte. Mais nous attendons depuis toujours que le gouvernement puisse jouer pleinement sa partition par rapport à l'application de cette charte. Vous savez, le gouvernement a un très grand rôle dans le changement que nous souhaitons dans la manière de faire le syndicalisme. Lorsque moi, je crois fermement au dialogue social et que je fais les efforts qu'il faut, quand je tends la main et que mes militants me regardent un peu comme un extraterrestre, pourquoi lui, il veut dialoguer alors que nous avons les bruits, les cris qui sont là. Et qu'au final, ma démarche ne prospère pas parce que le gouvernement n'a pas fait assez les efforts qu'il faut. Ça crée forcément une contrariété. Exactement. Et ça renvoie mes militants dans l'ancienne pratique parce qu'ils se disent, mais ça veut dire que c'est l'ancienne pratique, il faut continuer donc de... Et donc je pense que fondamentalement, les membres du gouvernement doivent comprendre ça, qu'ils ont un effort à faire pour qu'à travers le dialogue, nous puissions aboutir au résultat. Qu'est-ce qui ne marche pas encore? Et je pense qu'il y a encore une certaine allergie qui se développe vis-à-vis du syndicalisme et qu'il faut qu'on en sorte. Qu'on commence à regarder les syndicalistes autrement. C'est vrai que la dernière grève n'a pas aidé. C'est peut-être là le vrai problème qu'il faut à ce renouveau que nous voulons incarner. Est-ce que vous avez pu trouver la pédagogie pour asseoir une communication sur vos démarches, autour de vos démarches, de vos discours, de vos concepts actuels? Oui, nous y travaillons. Et je pense qu'au niveau de ma confédération, en tout cas, aujourd'hui, de plus en plus, même les militants commencent à comprendre que nous pouvons d'abord donner toute sa chance au dialogue social. Ce qui fait qu'à chaque fois, systématiquement chez nous aujourd'hui, quand un de nos affiliés a un problème avec un employeur ou un ministère, nous écrivons, nous demandons à rencontrer l'autorité et nous y allons avec l'affilié. Je peux vous dire que ça a permis de régler beaucoup de problèmes. Sans tambour, sans publicité. Et de ce point de vue, je pense qu'aujourd'hui, lorsque nous tapons à des portes, ça s'ouvre plus facilement parce qu'on se dit, avec eux au moins, on peut discuter sans forcément, faire monter sa tension. Sans forcément faire monter sa tension. Je voudrais parler des relations entre syndicats et politiques et dire que ça fait partie des choses pour lesquelles nous devons absolument faire évoluer nos hypocrisies. Avoir des relations avec un parti politique, un acteur politique, quand on est syndicaliste, ne doit pas être vu forcément comme le signe, disons, d'une compromission. C'est très important. Moi, j'étais en Turquie avec certains secrétaires généraux à un congrès de la plus grande confédération centrale, confédération syndicale en Turquie. Et vous savez, cette confédération, dans le pré-congrès, a réussi à faire venir le président Erdogan, président de la République, qui est venu faire une communication. Et le jour du congrès, à l'ouverture, la même confédération a invité des leaders politiques, y compris de l'opposition à Erdogan, qui sont venus prendre des engagements devant les travailleurs pour dire, par rapport à telle revendication, moi, en tant que politique, je prends l'engagement de jouer ma partition à l'Assemblée pour que le gouvernement puisse vous écouter. Ça fait rêver. Vous imaginez la confédération, ma confédération réussit à faire venir un parti politique à mon congrès. Ça va être, c'est déjà un motif pour vous exploser. C'est peut-être pas là le problème. Non, le problème n'est pas là parce que là, vous expliquez, voilà. C'est l'inféodation de la centrale syndicale à un parti politique, à un groupe, à un courant politique. Je crois qu'il n'y a qu'une seule confédération qui s'est inféodée à un parti politique et qui ne s'en cache pas. Voilà. Pour les autres, je crois que c'est des... Pour les autres, c'est aussi des accointances non avouées. On a connu les hypocrites, exactement cette hypocrisie. Non avouées, donc pas officielles. Pas officielles, mais qu'on connaît. Donc pas avérées. Si, puis non. Le bénin n'est pas grand et que le contenu est petit. Et que la nuit, tout ce qui se passe est révélé aux yeux du chat. Oui, absolument, Agapit. Si la nuit, les choses se révèlent et que j'ai des informations qui ne sont pas des informations prouvées, non, mais les informations sont prouvées, mais ne sont pas assumées. Possible. Voilà, du coup, même vos militants savent que telle centrale, enfin tel secrétaire général fréquente tel quartier politique à des moments donnés. Mais encore que Agapit, la fréquentation ne me pose pas moi problème. C'est lorsque le parti dirige
la centrale syndicale que cela me pose un problème. Parce que ce n'est plus, ce ne sont plus les problèmes, les difficultés des travailleurs qui sont remontés, mais plutôt les déshydratants du parti politique qui sont portés par la centrale syndicale. Et donc la centrale devient le relais des aspirations politiques du parti et non plus le défenseur des revendications sociales des travailleurs. Ça, c'est le discours habituel donc, des hommes politiques. Il faudrait peut-être que vous l'expliquiez mieux pour qu'on comprenne. Un acteur politique de l'opposition vous dira, parce que vous n'avez pas le même langage que lui, que votre syndicat est inféodé au pouvoir. Et le pouvoir dira que votre syndicat est inféodé au parti de l'opposition parce que vous relayez peut-être un certain nombre de revendications. Donc nous sommes dans le syndrome de la bipolarisation. Oui, c'est-à-dire où vous êtes avec la mouvance ou vous êtes avec l'opposition. Je crois que c'est la manière dont nous gérons les alliances politiques. On peut faire les alliances avec les politiques. On ne peut pas dénier cela à un acteur syndical. Parce qu'il arrive des sujets, des moments dans un pays, dans une république où vous avez besoin de nouer des alliances ponctuelles avec des acteurs politiques pour mener un combat. C'est déjà arrivé dans notre pays. On a vu sous le président Yaïboni, sous le président Soglo, c'est déjà arrivé que la bourse du travail, il y a eu des alliances. Mais c'est la manière dont nous gérons les alliances qui peut poser problème. Parce que vous avez dit, chacun a son couloir et doit pouvoir définir clairement son couloir. Les alliances doivent être ponctuelles et ne pas durer dans le temps. Parce qu'un acteur politique est quand même un acteur politique. Et dans votre organisation syndicale, vous avez aussi bien des partisans du pouvoir que des opposants au pouvoir. Qui sont vos militants? Vous n'avez pas vocation à être partisan vous-même en tant que leader. Parce que si vous êtes partisan, votre message est brouillé vis-à-vis de vos militants. C'est très important. Et c'est déjà arrivé que nous n'ayons pas eu suffisamment de tact pour gérer ce genre de partenariat ou de relation avec les acteurs politiques. Il faut qu'on en sorte. Et je pense qu'au niveau de la bourse du travail aujourd'hui, il y a un travail qui se fait. Ceux qui veulent le reconnaître, le reconnaîtront. Nous avons par exemple décidé au niveau de la bourse du travail, je crois il y a 4 mois environ, de ne plus louer nos salles pour les activités politiques aussi bien de la mouvance que de l'opposition. Parce qu'il y a des acteurs politiques aujourd'hui qui ne veulent vivre qu'à travers les travailleurs. Ça, il faut qu'on refuse et qu'on en sorte. Qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance, lorsque vous êtes un acteur politique, travaillez à avoir la capacité de mobilisation avec vos militants. Il est temps qu'on arrête donc d'utiliser les travailleurs pour régler des comptes politiques. Parce que le risque pour les syndicats, c'est quoi? Lorsqu'un pouvoir considère que votre revendication portée par un syndicat a derrière en sous-main l'émanation de politique, oui. Il est prêt à laisser le pays brûler pour ne pas donner satisfaction à l'acteur politique qu'il voit derrière vous. Donc vous mettez en risque, vous mettez en danger vos revendications syndicales. Il faut donc que le message soit clair, que les comportements soient clairs. Et c'est à ça que nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Et évidemment, lorsque il y a des militants qui nous reprochent, notamment par exemple à ma confédération que je dirige, on reproche que oui, on ne vous a pas vu dans la marche de l'opposition la dernière fois. Ça veut dire que vous êtes avec le pouvoir. Et j'explique, disent-elles, je suis Anselme Amoussou, mais je suis secrétaire général d'une confédération. Et je reçois un courrier pour dire, nous avons une marche le mercredi prochain, on vous invite. Je suis un acteur syndical. On ne m'a pas rencontré pour me dire quel est l'objectif de la marche. Quel est le contenu de la déclaration qui va être lue. Pour que moi je vois dans quelle mesure je peux greffer dessus par une revendication de ma confédération. On ne me dit rien. On ne me parle pas encore de comment vous appelez ça? De l'itinéraire. Voilà. Et donc, quand on m'invite, c'est qu'on n'invite pas Amoussou Ansem seul. On invite Amoussou Ansem avec ses militants. Je dois donc pouvoir déplacer des foules pour aller donner donc du poids à cette manifestation. Moi, je dis, je ne peux pas aller répondre à une marche de cette façon-là en allant seul en tant qu'Anselme Amoussou. J'ai une organisation, je dois consulter les miens
Et donc, on doit pouvoir s'entendre sur le contenu de la déclaration pour voir est-ce que ça respecte les principes fondateurs de la CSA Bénin. Vous avez échappé à la manipulation. Donc, je n'y vais pas. Et on m'invitera 1000 fois dans cette forme-là que je ne répondrai pas et je m'expliquerai avec mes militants. Voilà ce qui est en train de changer aujourd'hui à la Bourse du Travail. Et il faut qu'on en tienne compte. Parce que nous incarnons les aspirations de militants de divers horizons politiques. Et nous devons absolument en tenir compte. C'est une manière également de faire respecter l'organisation que nous dirigeons. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes une grande confédération et on ne peut pas rester dans sa maison et nous envoyer une invitation pour dire venez marcher avec moi pour que nous puissions le faire. Qu'on soit de la mouvance de l'opposition, il faut faire les choses dans les règles de l'art pour que nous puissions veiller au minimum qu'il faut pour préserver notre capacité donc de parler, d'être entendu par nos militants. Anselme Amoussou, que faites-vous aujourd'hui, ou à tout le moins votre centrale, pour corriger la mésintelligence qu'il y a entre les centrales en général et l'opinion? Vous avez évoqué tantôt le cas des syndicats de la santé qui ont à un moment choqué l'opinion, qui ont pu choquer l'opinion à un moment donné. Que faites-vous aujourd'hui pour corriger cette mésintelligence entre vous? Vous savez, je parlais tout à l'heure de l'ancrage social du syndicalisme. Tant que nous allons continuer d'apparaître comme, aux yeux de l'opinion publique, comme les jouisseurs, ceux qui ne défendent que leurs intérêts en tant que travailleurs, qui ne font jamais rien pour la population, nous aurons du mal à faire porter donc nos batailles par l'opinion publique. Et la question que vous posez est une question tellement importante pour nous aujourd'hui parce qu'elle fait appel à la communication en temps de crise. J'ai l'habitude de dire que le syndicaliste doit cesser d'être le commentateur des faits divers. Dès qu'un micro se tend, on intervient sur tout et n'importe quoi. Parfois, on intervient sur des sujets, on se rend compte après qu'on s'est trompé, qu'on n'avait pas compris. Il faut qu'on en sorte parce qu'on dit enfant que à Goumedidje. Voilà. Et donc, nous devons corriger. À force d'esquisser tous les pas de danse, on finira par vous demander le nom de votre géniteur. Nous devons corriger notre communication. Il faut qu'à des moments donnés dans ce pays, nous puissions accumuler les événements et sortir à des moments ponctuels. Quand on annonce un moment, les confédérations sortent. Ça doit être un moment intéressant, important, pour lequel tout le monde s'assoit pour dire qu'est-ce qu'elles veulent dire. Capter des informations. Ouais. Il ne faut pas que dès qu'on allume sa télévision, qu'on voit Anselme, qu'on voit Bachabi, qu'on voit Chadaré, surtout n'importe quoi. Ça, c'est la première chose. Maintenant, en temps de crise, notre communication est souvent une communication destinée seulement à nos militants. Ce sont des propos que nous considérons comme étant des propos mobilisateurs. Lorsque j'entends un acteur du monde syndical, de la santé, dire « En tout cas, nous, on est en grève depuis 2 semaines, ils n'ont rien dit. Quand les gens vont commencer à mourir, ils vont voir, ils vont parler. » Si vous voyez, c'est la frustration du fait que le dialogue, celui qui est en face n'a pas ouvert le dialogue. C'est également un discours pour montrer aux militants qu'on est un bon syndicaliste et qu'on est prêt à mener la bataille. Mais c'est un discours mauvais pour l'image du syndicalisme. Parce que le parent qui est à la maison... Pour l'essence du syndicalisme même. Pour son essence. Pour l'essence, merci Gagapit. Le parent qui est à la maison, qui a écouté ça, qui est malade à l'hôpital, qui a écouté ça se dit, mais qu'est-ce qu'il dit ce bonhomme? Il ne peut pas supporter cette lutte. Il ne peut pas vous regarder comment dire, d'un bon oeil. Et si le pire advenait le lendemain? Si le pire advenait le lendemain, c'est qu'il considère le syndicaliste comme étant l'auteur de la mort de son parent. Et donc, le jour où il se retrouve en position donc, de légiférer, de décider en vote, de décider pour vous, il décidera en tenant compte de cet événement qu'il a marqué. Nous devons absolument revoir ça. Et je suis d'accord avec vous que si nous ne travaillons pas à cet ancrage, et nous devons revenir donc aux fondamentaux du syndicalisme, les fonctions syndicales ne se résument pas à la fonction revendicative. Nous avons la fonction normative. Nous avons la fonction sociale du syndicat. Ce sont des fonctions que nous négligeons complètement parce que nous sommes pris par, le train-train quotidien, les urgences qu'il faut gérer, les urgences en termes donc de survie des travailleurs. Nous devons commencer donc à gérer le syndicalisme d'une autre manière, en regardant également les autres fonctions, en faisant en sorte qu'il
il me vient à l'esprit un exemple que donnait la dernière fois le camarade Bachabi. Il y a quelques années, dans les villages, lorsque vous êtes enseignant et qu'il y a un seul point d'eau dans le village, lorsque votre épouse, votre famille va à ce point d'eau, mais quand il y a une longue file, on laisse passer la femme de l'enseignant, on laisse passer l'enfant de l'enseignant, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Qu'est-ce qui a fait que nous avons perdu ça? À quel moment nous avons déclenché une grève pour dire nous voulons un point d'eau dans tel village parce que ça ne va pas? Nous sommes pris par nos urgences en tant que travailleurs. Et donc nous négligeons les autres aspects du mouvement syndical et ça nous revient à la figure aujourd'hui. En pleine figure parce que c'est sur ça que se base aujourd'hui. Ceux qui veulent, quoi qu'on dise, qui sont quand même, quel que soit le discours, qui sont allergiques au mouvement syndical, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, c'est sur ça qu'ils se basent donc pour nous restreindre, pour nous confiner dans ce à quoi ils nous confinent aujourd'hui. Mais vous devez être content quand même. Vous devez être content que le gouvernement vous ait aidé à cela. Parce que là, aujourd'hui, ça vous donne de la marge. Non, on n'est pas content. Mais nous devons absolument transformer cette passe difficile du mouvement syndical. Nous devons la transformer en opportunité. En opportunité. Voilà, ça, c'est très important. En tout cas, si nous ne voulons pas apparaître comme... Vous savez, il y a quelque chose qui c'est très facile d'être applaudi comme un général. C'est très facile dans nos pays. Ouais. Si vous voulez que demain on commence à... on peut vous huer également. C'est ça. Oui. Si vous voulez que demain on commence à apprécier Amoussou Anselme comme mon leader syndicaliste, comme général, comme maréchal, comme on dit de chez nous, il suffit que je change et que je commence à dire les phrases que veulent entendre les militants, même si c'est des phrases qui ne signifient rien, qui n'aboutissent à rien en termes donc de syndicalité. Voilà. On peut choisir d'être comme ça, comme on peut choisir d'être authentique. Moi, je ne veux pas que le regard des autres me change. Vous ne voulez pas paraître? Je ne veux pas paraître. Dites-moi, Anselme Amoussou, aujourd'hui, parlant du social, le gouvernement du président Patrice Talon a conforté les cantines scolaires. Est-ce que vous percevez leurs impacts sur l'année scolaire 2018-2019 qui se termine là? Écoutez, moi, vous savez que j'ai commencé instituteur. Et je n'étais pas instituteur de ville, j'étais instituteur de brousse. Et je sais ce que 10 francs peuvent faire à un enfant dans une école, dans un village. Je ne peux qu'applaudir cette initiative du gouvernement. Les cantines scolaires, c'est une nécessité. Quand vous allez dans des coins comme Alaké, comme Zakuta, vous vous rendez compte qu'effectivement, quand on parle de pauvreté, quand on parle de parents qui ne sont pas en mesure de donner le minimum à leurs enfants, ça existe. Il y en a aussi à Diakotobe chez moi. Hein. Ça existe, voilà. Et donc je pense que c'est une très bonne initiative. Pour ne pas stigmatiser, quoi. Nous aurons certainement l'occasion d'évaluer l'impact sur la durée, l'impact sur les résultats donc, scolaires, sur la durée. On verra à la fin de l'année scolaire, de cette année scolaire, après les examens, ce que ça va donner en termes de... Même si ça ne donne pas quelque chose de significatif, je crois qu'il faut attendre encore 2 ans, 3 ans pour voir quel est l'impact réel. Mais dans tous les cas, c'est une mesure que nous ne pouvons qu'applaudir. Il faut améliorer un certain nombre de choses. C'est sûr qu'il faut améliorer un certain nombre de choses dans la gestion, dans les écoles. Parce qu'il y a une sorte d'acharnement de ceux qui contrôlent, de préjugés sur les gens qui gèrent les cantines scolaires. Mais oui, parce qu'il est déjà arrivé après la lancée, il y a eu des détournements. Du haricot ont disparu, des litres d'eau ont été soufflés. Oui, c'est vrai. Il y en a qui ont été indélicats, mais tous n'ont pas été indélicats. Et ça est chaudé. Vous savez qu'il y a des gens pour qui on a trouvé 1 ou 2 mesures de manque et qu'on a sanctionné alors qu'une ou 2 mesures de manque, ça peut être simplement dans la manière de prendre la mesure. Ça peut être ça. Qui a volé un œuf, volé un bœuf. Là, il n'y a même pas de vol. On ne parle même pas encore de vol. Ça me permet de savoir que... C'est un manque quand même. 1 mesure, 2 mesures, c'est quand même... C'est un manque que vous pouvez gérer avec l'argent et ne pas le mettre en spectacle comme étant un voleur. Non, il faut saisir. On est à l'heure de peut-être il faut plutôt saisir la pédagogie qui entoure ces non, il y a eu des abus, disent-ils. Il y a eu des abus, il y a eu du zèle vraiment très négatif. Et qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez vu que cette année scolaire, le ministère a été obligé donc de faire injonction au directeur
pour faire la demande pour obtenir la cantine, parce que les gens ont commencé à se dire, je ne veux pas la cantine qui va amener des problèmes. Donc, c'est des aspects qu'il faut corriger dans la réforme. Parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur capacité de gestion. Écoutez, quand je suis un enseignant, j'ai à charge une classe, que vous me confiez donc la gestion de la cantine dans l'école, que vous mettez tellement de contraintes. Quand je dois le faire tel que vous le souhaitez, je ne peux plus être un enseignant en classe. Non, est-ce qu'il faut s'abstenir à opérer les demandes de cantine ou demander au gouvernement d'opérer un renforcement de capacité? C'est ce que nous demandons, c'est ce que les syndicats ont demandé au ministère, de faire en sorte qu'il y ait la formation d'abord des gens, et un œil avec un peu moins de préjugés. Parce que c'est vrai, ils sont venus avec l'idée du passé que les enseignants détournent les vivres. Non, les gens ont détourné, effectivement. Des gens ont détourné, mais tous n'ont pas détourné. Oui, mais dès que la boîte à pandore, la brèche est ouverte, c'est normal que les gens soient méfiants. Est-ce que vous ne sentez pas que cette rigueur, qui est la bienvenue dans le monde de l'enseignement par rapport à la gestion de la cantine, doit être appelée également dans d'autres secteurs de notre pays? Mais c'est appelé dans d'autres secteurs. Regardez ce qui se passe. La lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. Qu'est-ce que vous estimez? Il faut que la rigueur frappe tout le monde de la même manière. Les syndicalistes ont toujours voulu que l'État frappe en son propre sein, que l'État donne l'exemple, que l'État central donne l'exemple en son propre sein. Ne voyez-vous pas quand même que depuis 2-3 ans, qu'il y a des avancées notables et significatives qui sont faites en matière de répression, de lutte contre la mauvaise gestion. Exactement, oui. Je suis d'accord avec vous. Je ne vais pas le nier. On commence à sentir un changement de comportement. En tout cas, la peur du gendarme est là déjà. On sait aujourd'hui qu'un agent permanent de l'État qui vole un sou de l'État, du denier public, va en répondre. Ça, tout le monde le sait aujourd'hui. Oui, mais vous êtes d'accord avec moi qu'on doit souhaiter qu'on aille plus loin. Sans doute. Parce qu'il y a également des dossiers dans la République. Alors, vous nous permettez... Il y a des dossiers dans la République pour lesquels on n'a pas encore entendu le gouvernement. Peut-être que c'est en cours. Oui, le gouvernement se dépêche très lentement. C'est pour vous dérouler le tapis et nous allons donc profiter de ce bout de phrase et vous dire que vous êtes SG, oui, vous êtes enseignant à Moussou, vous êtes citoyen de ce pays, vous vivez au sein de la cité. Quel est votre regard sur la politique et de la gouvernance de Patrice Talon? Merci beaucoup. Sur la politique en général, je dénonce l'indigence du discours politique aujourd'hui. On a atteint toutes les extrêmes et le discours politique aujourd'hui éloigne chaque jour davantage le citoyen que je suis et d'autres citoyens de la chose politique, malheureusement. C'est quand vous regardez, vous écoutez les discours, vous avez le sentiment qu'il suffit simplement donc de changer de position pour changer de discours. Les choses qui étaient reprochées hier à X sont reprochées à Y parce que Y aujourd'hui occupe la position de X. Et X a changé de position. Et X a changé de position. Et X reproche la même chose à Y. Absolument. C'est l'enseignant qui fait la démonstration. Nous devons absolument sortir de là. Et j'ai eu l'occasion de dire aussi que, vous voyez, on a vu, j'ai vu beaucoup de commentaires sur, par exemple, le taux de participation aux élections. Oui, oui. Et je me suis dit, c'est vrai, c'est de bonne guerre, que chacun cherche donc à tirer le drap vers soi. Mais je pense que fondamentalement, le message que je voudrais que les politiques tirent donc de ce taux de participation, c'est un message pour eux-mêmes, l'ensemble de la classe politique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas allées voter, qui se sont dit, ils sont tous pareils. Ils sont du désamour, quoi. Pour la chose politique. Ouais. Ils ont le désamour. Et donc, si on ne fait pas cette lecture, on risque de biaiser donc et donc de ne pas faire les réformes qu'il faut, de ne pas faire les ajustements qu'il faut. Maintenant, écoutez, la gouvernance Talon est une gouvernance, disons, qui est nouvelle pour tous, on sent la rigueur, on sent l'homme froid qui veut avancer, quels que soient les obstacles, les récriminations. C'est une gouvernance qui me paraît un peu trop chef d'entreprise. Je ne parlerai pas du social comme les gens en parlent, parce qu'il y a le social
forcément dans le gouvernement. On a évoqué les cantines scolaires tout à l'heure, c'est du social. On a pu évoquer le microcrédit réformé. Mais je vais vous dire, quand vous êtes dans une gouvernance, vous devez absolument tenir compte de l'environnement. Ça, c'est important. Quoi qu'on dise, c'est important. J'ai eu l'occasion de dire ici que il y a une image que quelqu'un a utilisée qui me revient constamment à l'esprit. Une dame qui souffre de cancer, qui faisait donc de la chimio. Donc, vous savez, quand on fait la chimio, on doit prendre beaucoup de cachets. Et donc, la dame, chaque matin, quand elle commençait à prendre les cachets, ça durait des minutes. Des minutes, presque une heure. À un moment donné, elle s'est dit, je suis fatiguée, je préfère mourir. Quelle est cette gouvernance qui doit faire les réformes et toutes les réformes au même moment? On travaille sur des hommes. Ça, c'est... Et donc, vous risquez d'avoir l'effet contraire à vos réformes si vous ne tenez pas compte à un moment donné que c'est sur des humains qu'on agit et qu'il faut de temps en temps de la souplesse. Vous savez, parfois les gens... Qu'est-ce que vous préconisez? Une planification des réformes ou une distancialisation des réformes? Non. La démarche. Oui. Parfois, il suffit simplement de donner de la considération à l'autre. Parfois, simplement. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des positions d'opposition de principe. On ne m'a pas considéré. Déficit d'écoute, c'est ça? Oui, déficit d'écoute. Il ne faut pas... Ce que l'autre a appelé le syndrome de l'intelligence achevée. Parfois, on sent ça chez certains gouvernants. Je n'ai besoin de personne. J'ai toute l'intelligence pour moi et pour moi seul, et donc je peux avancer parce que je n'ai pas besoin de votre avis. Parfois, vous avez ce genre de perception que les autres ont de votre action et ils vont tout faire pour vous retarder. C'est vrai qu'ils peuvent ne pas vous empêcher d'avancer, mais ils vont vous retarder alors que là où vous pouvez gagner du temps, gagnez le temps qu'il faut simplement en marquant une pause et en changeant. Exactement. Il y a des réformes qui sont des réformes pertinentes. Ça, on n'en disconvient pas. Vous savez, moi j'ai vu des collègues distribuer il y a une distribution des moustiquaires dernièrement dans les écoles primaires. Distribution gratuite aux élèves. Et j'ai vu des enseignants qui ont fini de distribuer et qui ont restitué le reste. J'ai dit ça, c'est dû à la donne actuelle. Habituellement, on garde, on peut distribuer à des parents. Ça n'a pas eu lieu, vous pouvez demander aux enseignants. Donc il y a des choses que nous pouvons applaudir, que nous devons absolument applaudir, parce qu'on a besoin quand même d'un certain nombre de rigueur pour nous discipliner. Mais c'est là la peur du gendarme. Si le gendarme ne fait pas peur systématiquement, on n'aura pas peur de lui. Mais il n'y a personne qui peut gouverner dans un pays comme le nôtre en considérant que les autres n'ont pas d'avis et qu'on peut avancer sans eux. C'est ce qui arrive par exemple au niveau du dialogue social. Donner de la considération aux autres. Même quand on a... Oui. Vous avez l'impression que les réformes manquent d'humanisme? Malheureusement, oui. Parfois. Prenez le déguerpissement. On aurait pu faire ça autrement. Il y a eu les excuses du gouvernement quand même. Oui, voilà, justement. Pourquoi les excuses? C'était la première Parce qu'on n'a pas mis la démarche. C'était la première action, on peut comprendre. Est-ce que ça s'est corrigé? Après les excuses, il y a plus de déguerpissement. C'est le domaine public de toutes les façons. Je suis d'accord. Ce n'est pas que ceux qui occupent le domaine public ont raison. Mais nous sommes dans un environnement, il faut en tenir compte. Il faut absolument en tenir compte. Le taux de pauvreté est de 40% aujourd'hui. C'est les chiffres officiels. Quand vous êtes dans un tel environnement, tenez compte. On n'a pas dit de ne pas y aller. Mais il faut y aller avec la manière. Il y a eu du zèle, vous le savez très bien. Oui, mais est-ce que ce n'est pas l'environnement lui-même qui a créé cette manière-là? Du temps qu'on démarre, on a vu les déguerpissements, en fait, les nettoyages de la ville à l'arrivée du pape Benoît XVI. En 2012, 2013. Une fois le pape parti, ça a recommencé. Est-ce que ce n'est pas cet entêtement des compatriotes qui amène peut-être la méthode peut-être un peu plus forte pour pouvoir assainir les mœurs? On dit que la manière dont vous faites quelque chose parfois est plus importante que ce que vous faites vous-même. Et je suis persuadé que quand vous êtes dans l'action publique, c'est une donnée dont vous devez tenir compte. Sinon, vous faites des bonnes choses et la communication qui l'accompagne
vous empêche d'en tirer les bénéfices. Ça, c'est important. Les casques dans Cotonou. Sans méthode forte, les Béninois continueraient de rouler encore sans casque. Hein, par exemple. Mais vous savez combien n'ont pas été forcés et par quelle rigueur ça n'a pas été imposé. Même le deuxième passager a dû être abandonné, avec le casque du second passager a dû être abandonné sous pression pratiquement. Est-ce que c'est normal? Sous pression des pesanteurs. Oui. Vous venez de dire vous-même que le gouvernement a présenté les excuses par rapport à l'opération de déguerpissement. Oui. Ça veut dire que nous sommes tous d'accord, et le gouvernement avec nous, que il y a eu des abus, qu'il n'y a pas eu la bonne démarche. Bien sûr, quelques dérives, ça et là, mais l'opération elle-même comporte quand même une vision, un objectif d'assainissement. Et je suis d'accord qu'il faut l'assainissement. Encore que cette opération coïncidait avec un programme, je crois, des Nations Unies, parce que le déguerpissement a eu lieu pratiquement dans tous les pays de la sous-région au même moment. Oui, mais quelle est la suite aujourd'hui? Quelle est la suite? La suite, c'est que nous avons amorcé l'embellissement de ces places publiques. À quel niveau? Moi, je ne l'ai pas encore vu. Il y en a plein dans le pays. Oui. Vous n'êtes pas passé devant le CG Ouéron, par exemple? Ça s'est arrêté là, hein, parce que c'est le seul exemple que vous pouvez donner d'ici. Mais quand vous regardez Étoile Rouge, par exemple, même s'il n'y a pas d'embellissement particulier, mais il y a les espaces sont libérés. Les gens ont reculé pour occuper normalement les limites. Il y a aussi l'exemple du Missebor. Quand on regarde le résultat. Donc c'était pas que le seul exemple que je d'accord, peux donner. il y en a deux. Quand on regarde il y en a plusieurs. je pourrais en citer d'autres. Quand on regarde le résultat, oui, on peut applaudir. On a obtenu un résultat. On a déguerpi. On a libéré les espaces publics. Oui. Mais à côté de ça, quelle est l'image que le gouvernement donne par rapport à cette opération? Non. Parce que tout est parti de là aujourd'hui. Écoutez, quoi qu'on dise, vous êtes dans l'action publique, vous voulez être applaudi pour vos succès, n'est-ce pas? Oui. Pour vos réussites. Si vous apparaissez comme celui qui écrase, alors que vous n'avez pas voulu écraser, vous avez juste voulu déguerpir, libérer l'espace indûment occupé par un citoyen, reconnaissez qu'il y a quelque chose qui a péché dans la démarche. Ça, récupérer les domaines et en faire des œuvres d'utilité publique. Parce qu'il y a aujourd'hui le grand projet d'asphaltage qui suit son cours. Prenez le cas du quartier Fidjurosé, que je connais le mieux. Est-ce que vous savez que tout le sol est éventré. Oui. Est-ce que vous savez, Dissel, que si on avait attendu, par exemple, si on avait fait ça progressivement, par étapes, et qu'on avait, par exemple, attendu de démarrer l'asphaltage pour déguerpir les gens, il y aurait eu moins de grincement dedans? Non, mais le SG oublie. Vous oubliez que le mandat présidentiel, c'est de 5 ans. Et qu'à la fin, le chef de l'État doit pouvoir présenter des résultats aux Béninois qui l'ont élu. C'est tout ce qu'on souhaite, que nous ayons des résultats qui ne soient pas contestés. Et puis, chaque fois qu'il doit y avoir une action de cette envergure, il est évident que cela laisse de l'arrière-goût d'inachevé auprès de ceux qui en souffrent. N'est-ce pas normal? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas taper dans la fourmilière et avancer? Je suis de ceux qui pensent que nous avons besoin, en tant que citoyens béninois, d'être disciplinés. Et la discipline, ça passe simplement par l'application des tests. Voilà. L'application rigoureuse des tests. Surtout. Oui. Parlant d'application des tests, il s'est trouvé des députés ou des acteurs politiques aujourd'hui qui s'insurgent contre l'application des tests, notamment l'application du code électoral et de la charte des partis. Je voudrais faire allusion au dernier scrutin que nous avons connu dans ce pays. Nous avons sorti une déclaration, nous, Confédération, pour dire qu'à l'époque, tout en appelant le gouvernement à jouer sa partition pour qu'il y ait l'apaisement, nous avons dénoncé cette attitude des députés. Parce que nous, en tant que travailleurs, en tant que citoyens, nous avons été victimes de cette rigueur de la 7e législature, de la loi. On nous a dit, oui, nous avons voté des lois, nous savons que ça va vous faire mal, mais laissez-nous quand même appliquer. Nous avons entendu ce discours-là de la part des députés, de la part du chef de l'État lui-même. Alors, vous savez, quelle est l'image, quel est le message qu'un député envoie aux citoyens, à qui il fait obligation de l'application de la loi? Et lorsqu'il s'agit de lui, il trouve que donc il faut regarder faire derrière. Et là, moi, je n'ai pas du tout apprécié le comportement donc, même du chef de l'État.
qui à un moment donné a trouvé que c'était normal donc d'aller refaire la loi. D'aller refaire la loi, ça veut dire que le chef de l'État doit être à l'écoute aujourd'hui et considérer qu'il y a des lois qu'il faut refaire de façon aussi facile qu'on a voulu le faire pour les députés. Il n'a pas demandé de faire la loi, il a demandé de voir ses possibilités pour ouvrir le jeu. Et ça, l'élection relève du domaine de la loi. Et au nombre de ces possibilités, il y avait la relecture de la loi. Si le président Houmbedi avait réussi donc à s'entendre avec les partis de l'opposition, on aurait pu aller vers une relecture rapide de la loi. Peut-être, enfin, de la même façon, est-ce qu'il ne faut pas relire la loi sur la grève? Des lois dérogatoires. Est-ce qu'il ne faut pas relire la loi sur l'embauche? C'est important également. Et donc, je considère que dans l'application de la rigueur... La loi sur l'embauche ne dérange personne. Agapit, la loi sur l'embauche est venue déstructurer les relations du travail. C'est peut-être une lecture. Non, c'est une bonne lecture. Et même quand vous allez sur le site du FMI et de la Banque mondiale, vous verrez des exemples de pays qui sont allés vers cette déréglementation des relations du travail et ça n'a pas donné le résultat qu'il faut. Le chef de l'État, quand nous l'avons rencontré, a dit c'est pour faire affluer les investisseurs parce que le code du travail est trop contraignant. Et là, encore une fois, on fait appel à la démarche. La bonne démarche consiste à relire le code du travail parce que nous sommes conscients nous-mêmes en tant que travailleurs. Est-ce que c'est la démarche ou la communication? C'est la démarche. Nous sommes conscients nous-mêmes que le code du travail doit être relu pour s'adapter au nouvel environnement du travail. Et donc, on peut le faire de façon consensuelle. Mais désosser le code du travail et légiférer chaque fois qu'on a besoin de restreindre les acquis, ce n'est pas la bonne démarche. Aujourd'hui, vous avez un environnement du travail qui est le nôtre, caractérisé par un effectif des espaces de travail insignifiant. Un environnement où il y a les expatriés, les Chinois, les Indo-Pakistanais, les Libanais, qui sont champions dans la violation du droit des travailleurs. Non, ce n'est pas un cliché. Nous avons des exemples tous les jours à la Bourse du travail. Dans ces conditions, lorsque vous voulez assouplir, comme on l'a fait, les conditions de recrutement et d'emploi des citoyens, vous devez absolument veiller d'abord à cet environnement-là. On ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'on est venu donner encore plus de force à des gens qui sont champions dans la violation des droits des travailleurs et qui vont s'en donner à cœur joie. Ça n'a pas tardé. Je ne veux pas donner de nom, mais une grande entreprise de la place, très grande entreprise de la place, a débauché tous ces travailleurs et les a recrutés à nouveau sur la base de la loi sur l'embauche. Ça n'est pas bon. Dans ces conditions, vous avez des travailleurs qui n'auront pas l'épanouissement qu'il faut. On dit que l'emploi doit vous épanouir. On a opté pour le libéralisme intégral. Hein? Oui, sans aucune règle. Sans aucune règle. Si, les travailleurs ont des droits. Agapit, est-ce que vous savez que... L'un en avait, enfin nous en avait, ou bien l'un en avait, en tout cas on est tous les travailleurs. Est-ce que la Constitution n'avait pas mis trop d'accent sur les droits au point d'oublier les devoirs, ce qui nous a conduit dans des dérives d'un syndicalisme totalement, je vais employer l'expression débridée, et qui nous a, voilà. Est-ce que ceci n'est pas la raison de cela? Mais protéger l'employé dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, vous trouvez que ce n'est pas très bon? L'employé protégé, le code du travail, la loi 418, le cadre de la loi sur l'embauche. Vous l'avez vu aujourd'hui, quand on peut vous licencier et comme on veut, sous n'importe quel prétexte, à condition simplement qu'on vous paye un minimum. Est-ce que ce n'est pas la pratique syndicale même? Est-ce que ce n'est pas la pratique même des travailleurs dont la plupart se complètent dans un fonctionnariat de paresse, je veux dire, incapable d'innover, incapable de s'exprimer, donc d'être vraiment un capital pour l'entreprise au lieu de sont parfois des charges. Est-ce que ce n'est pas l'impression que ça donne dans l'entreprise qui fait que finalement on en soit arrivé là? Parce que la loi a été votée sans bruit. Oui, c'est vrai. Dans un calme total de tout le monde, même des centrales.
Qui ne va pas aller à la grève pour ça? Non. Vas-y. Justement, on a ce problème-là. Oui. Je remarque que... Les syndicats vont à la grève pour n'importe quoi, même pour ça, ils ne sont pas allés à la grève. C'est ça qui était... Si, après on a vu des grèves illimitées, inutiles, mais en ce moment-là, quand la loi a été votée, c'est passé comme il est dans la poste, on n'a rien senti. Est-ce que ce n'est pas que tout le monde est d'accord? Il y a même pas eu de lobbying. Oui, s'il vous plaît, oui. À partir du moment où l'action syndicale n'est pas bruyante et n'intervient pas dans la tension, Elle n'est pas perceptible. elle n'est pas perspective. Oui, parce qu'on le voit pour n'importe quoi. C'est ça, excusez-moi. Parce que sur la loi sur l'embauche, oui, il y a eu le lobbying. Ma confédération, lorsque c'était encore en projet, a commis les Donc l'impact du passé a dû... A commis... Non, vous n'avez pas voulu voir. Non, a commis les services d'un expert qui a regardé le projet, la loi sur l'embauche, et qui a regardé les aspects porteurs de risques pour les acquis, mais qui a identifié également des aspects positifs dans cette loi. Notamment, on a pu légiférer sur le travail intérimaire, qui n'existait pas. Le travail intérimaire existe, mais il n'y avait aucune règle qui l'encadrait, oui. Et nous avons fait ce document que nous avons distribué à de nombreux députés pour leur dire ne votez pas la loi en l'état. Ce lobbying a été fait. Et pourtant, la loi a été votée avec la majorité dont vous vous souvenez. Ça fait partie des reproches que nous faisons à cette 7e législature. Donc le lobbying a été fait. Mais je vais vous donner acte de quelque chose que vous avez dit qui est tout à fait pertinent et qui nous interpelle, nous, en tant que travailleurs. Je ne dis pas simplement syndicalistes, en tant que travailleurs. Vous savez qu'il est arrivé que dans un conflit de travail, porté devant une juridiction, qu'on ait demandé comme indemnité pour le travailleur 100 millions, 150 millions, et que des entreprises ont dû payer, mais après ils ont fermé l'entreprise. Ça veut dire que par la faute en griffe d'un seul employé, des dizaines d'employeurs ont perdu leur emploi parce que l'entreprise a fermé. Je suis donc d'accord avec vous qu'il y a eu des abus dans l'application du Code du travail, où des gens ont profité donc des failles pour s'enrichir au détriment donc des entreprises et des emplois. Dans ces conditions, lorsque un chef d'entreprise arrive au pouvoir, vous devez pouvoir anticiper, vous demander et vous dire vers où il va aller en termes donc de relecture du Code du travail. Il va faire en sorte que, en tant que chef d'entreprise, ou bien ses amis chefs d'entreprise, ne puissent plus vivre ce genre donc de mésaventures. Ça explique un peu ce qu'on a mis dans la loi sur l'embauche. Et donc ça nous interpelle, nous, en tant que syndicat. Qu'est-ce que nous devons mettre en place? Parce que notre lobby, la dernière fois, n'a pas fonctionné pour la simple raison que ce n'est pas quelque chose que nous avions préparé avec les députés. On n'avait pas ce genre de rapport avec eux. Nous sommes restés dans notre coin en nous disant qu'il ne faut pas s'approcher du politique. Parce que c'est mal perçu, c'est mal vu par l'opinion publique. Aujourd'hui, nous devons apprendre à tisser les relations qu'il faut. Chacun connaissant donc son couloir, pour que demain, lorsque nous voulons déposer ce genre de document à un député, que ça ne l'étonne pas. Qu'ils se disent, bon, ils m'ont appelé, on a pu échanger. Et de ce point de vue, il ne regardera plus. Inviter prochainement des députés à vos assises, à vos conférences, à vos réunions. On peut faire des dîners d'échange avec les acteurs politiques. On peut le faire. Anselme Amoussou, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous amorçons la descente de cette émission. Il y a aujourd'hui un processus pour le recrutement des personnes attirées par la fonction de l'enseignement. La deuxième vague s'ouvre. Quel regard portez-vous sur cette opération? Et je pense que nous sommes en train de... Nous avons vécu les affres de ce qu'on dit, du slogan tout homme enseignant, tout cadre enseignant. Et nous avons vu aujourd'hui quelles sont les conséquences sur les performances du système éducatif. Aujourd'hui, c'est différent. Oui, toute réforme qui consiste donc à professionnaliser la fonction enseignante, à mettre de la rigueur, est la bienvenue de mon point de vue parce que non seulement elle permet d'améliorer les performances, mais elle donne de la considération à l'enseignant qui a le sentiment que ce n'est pas une fonction ouverte à tout venant. Ça lui permet également d'être motivé parce que la rémunération doit également suivre
Si on vous recrute sur la base de votre diplôme professionnel, si on vous recrute parce qu'on vous a formé, on ne vous paiera plus n'importe quoi. Et cette réforme, je crois, a l'ambition de toucher même le secteur privé. Elle est la bienvenue de mon point de vue, si on peut l'amener jusqu'au bout. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons offrir à Anselme Amoussou son cadeau comme à nos habitudes. Mais je voudrais lui poser une question. À l'avènement du président Patrice Talon, vous disiez sur un plateau de télévision que je partageais avec vous, tout ce qui nous arrive n'est pas aussi mauvais. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, vous avez toujours le même sentiment? Oui, écoutez, je suis citoyen, je vis dans ce pays. Je suis en mesure de faire des comparaisons. Et je crois qu'il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître qu'il y a des choses intéressantes qui se font aujourd'hui, qui impactent nos vies, qui impactent nos habitudes. Et on ne peut que s'en réjouir. Maintenant, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et les biens, nous les avons relevés aujourd'hui. Et il semble qu'on peut faire mieux. Et quand on est dans l'action publique, on doit tout chercher à faire mieux et faire mieux. Donc, c'est écouter les gens pour voir ce qu'on peut assouplir dans la démarche et faire en sorte que votre discours ne soit pas un discours brouillé par la mauvaise perception des uns et des autres. Anselme Amoussou, avec les compliments de E-Télé, votre mot de fin. Je voudrais vous remercier pour m'avoir invité. Découvrez votre tâche pour poursuivre le café à la boule du travail. Et m'adresser aux travailleurs, aux syndicalistes et aux responsables syndicaux en général pour dire que ce qui nous arrive nous donne le sentiment que nous sommes aujourd'hui au creux de la vague, mais que nous devons nous en sortir. Si nous voulons nous en sortir, ça ne dépend que de nous. Ça dépend d'abord de nous. Le jour où nous allons nous organiser pour être à mesure à nouveau de mobiliser les gens, de former les nôtres, de respecter le b.a.-ba du mouvement syndical, nous allons déplacer des montagnes pour le bien de ce peuple et non pas seulement pour le bien des travailleurs. Amis téléspectateurs, c'était Café Politique dans les méandres du syndicalisme béninois. Prenez le rendez-vous la semaine prochaine.